RMS pour l'émission Littérature. Donc avec nous ici, il y a Aude, Chloé, moi-même je suis Solène, et donc nous avons un invité qui est Thomas, qui fait partie de Chouette, un site internet. Donc je vais d'abord lui proposer de nous en parler. Donc bonjour, je m'appelle Thomas, je fais partie du groupe Chouette, qui est un site internet à visée culturelle. On a un thème qui se renouvelle tous les mois, on publie des articles tous les 2-3 jours et on s'amuse bien. Je vous invite à le visiter, ça s'appelle donc Chouette, Piaf à lunettes qui veille tard, et l'adresse c'est Chouette le magazine, tout attaché avec un z.wordpress.com. Merci beaucoup. Donc le but de l'émission, ça va être de vous présenter chacun un livre récent qui nous a marqué. Donc je vous propose de commencer avec Chloé. Nous sommes ici réunis pour parler littérature et on va parler non pas d'un Nobel mais de quelqu'un qui mériterait le Nobel de littérature. C'est pas Modiano, c'est Eric Reinhardt. Alors Eric Reinhardt, qui est-ce ? C'est un auteur, un écrivain qui oscille entre le cynisme et le misanthropisme le plus total et le plus grand poète qu'on ait pu connaître. Pourquoi ? Parce que Eric Reinhardt n'en est pas à son premier coup d'essai. Le livre dont je vais vous parler, c'est Des femmes et des forêts. Il ne s'agit absolument pas d'un roman naturiste. Le roman raconte l'histoire... Le roman est une mise en abîme, c'est-à-dire qu'on commence l'histoire par Eric Reinhardt lui-même, qui rencontre une de ses lectrices. Cette lectrice va lui raconter toute sa vie. Et du coup, Eric Reinhardt va nous raconter ce que la lectrice lui a raconté. De mise en abîme en mise en abîme, on ne sait jamais trop qui est en train de nous parler. Tout ce qu'on sait, c'est que cette lectrice, c'est une romantique, dans les deux sens du terme, une grande loveuse, qui tombe plutôt bien en ces jours de Saint-Valentin, et une grande adepte du mouvement littéraire. Pourquoi ? Très concrètement, elle est mariée, elle a une famille, elle se fait battre. Et plutôt que de quitter sa famille, elle va rester avec son mari qui le bat, alors qu'un homme lui a proposé tout son amour, lui a proposé le mariage. Et de dépression en dépression, le roman ne se termine pas parce que je ne vous spoilerai pas. Donc du coup, oui, Reinhardt, pour revenir à lui, n'en est pas à son premier coup d'essai. Les inrocs titrés par rapport à Des femmes et des forêts, que Reinhardt était l'auteur qui savait le plus parler aux femmes. Effectivement, ce qu'il nous propose, c'est une description de l'intérieur de ce qu'une femme peut ressentir. Une femme, une mère, une littéraire. Ce qui est assez logique parce qu'il a un fil directeur dans ses œuvres qui est de parler de l'amour, de parler de la femme, tout en faisant des petits détours par le misanthropisme le plus total. Il a une écriture qui peut être très cynique, très mordante, très flaubertienne, par exemple avec Le moral des ménages. Pourquoi le lire ? Pourquoi l'acheter ? Parce que c'est un très bon roman, parce que c'est une grande réflexion sur ce que ça veut dire aimer, et puis parce que c'est bientôt la Saint-Valentin et qu'il faut bien trouver un bouquin à lui offrir. Bon, merci beaucoup. Des réactions ? Moi j'en salive déjà. Je connaissais pas cet auteur, j'aime beaucoup son nom et je pense que je vais acheter ce livre parce que j'aime bien ces histoires-là un peu tordues. D'accord. Voilà. Une histoire qui nous rappelle un peu le téléfilm L'Emprise qui est passé il n'y a pas longtemps, avec l'histoire d'une femme battue qui reste finalement. Oui, totalement. Enfin, de manière beaucoup plus littéraire, dans le sens où L'Emprise est un film à vocation sociale, c'est-à-dire on va dénoncer et expliquer les mécanismes. On va expliquer les mécanismes qui font qu'une femme se fait battre, se laisse emprisonner dans ce système, alors que là, on est vraiment face à une femme qui a un problème existentiel, qui n'arrive pas à le régler, qui est totalement perdue, qui est romantique. C'est un peu une sorte d'éducation sentimentale moderne avec, pour personnage principal, une femme et non pas un certain... Il est très mignon, très jeune et il apprend la vie à côté d'une femme. Voilà. C'est le principal. Voilà, c'est ça qui compte. Bon, merci beaucoup. Alors nous allons passer le micro à Aude. Bonjour à tous. Alors on va changer de registre. Le livre dont je vais vous parler s'intitule Nymphéas noir et il a été écrit par Michel Bussy. Donc qui est Michel Bussy ? C'est un auteur et il est également professeur de géographie à l'université de Rouen. Donc c'est un Normand. Alors pour faire simple, donc en fait il a déjà écrit plusieurs romans et ces romans sont vraiment toujours plutôt policiers. Il y a toujours une intrigue derrière et dans ces livres à la fin il y a vraiment une chute et en général on s'attend vraiment pas à la fin. Raconte l'histoire de 3 femmes. Donc il y a une fillette de 11 ans, une institutrice et une vieille femme qui habitent toutes à Giverny, donc le village de Claude Monet. Et l'histoire débute sur le meurtre de Jérôme Morval,
qui est médecin, je sais plus, je crois qu'il est dentiste. Et donc il y a 2 enquêteurs qui vont venir élucider le mystère. Et en fait, ils vont s'apercevoir que dans ce village, il y a beaucoup de choses qui sont pas dites et que l'intrigue, comment dire, que ils vont s'apercevoir que dans cette ville, il y a beaucoup de mystères et qu'il y a donc la vieille femme et elle est autour de la tour et qu'elle observe tout et que Jérôme Morval il y a des choses qui ne sont pas dites. Sa femme, on la suspecte au début. Avec l'institutrice, est-ce qu'il s'est passé des choses ? Voilà. Et tout ça pour dire que la fin est vraiment assez spectaculaire parce que voilà. Et si vous voulez, il a sorti aussi 2 autres livres que j'ai lus et qui sont vraiment bien. C'est Un avion sans aile et Ne lâche pas ma main. C'est pas du tout le même contexte, mais toujours une intrigue et une fin dont on ne s'attend pas, à laquelle on ne s'attend pas, pardon. Merci. Donc, à toi, Thomas. Rebonjour. Je vais vous parler d'un livre qui a marqué la rentrée littéraire avec celui de Valérie Trierweiler dans un autre registre. Un livre qui nous amène ailleurs et hier, dans l'Amérique des années 40. Pour ceux qui me connaissent, ce ne sera pas une surprise. Donc j'ai choisi Una et Salinger de Frédéric Beigbeder. Donc la plus grande tête à claque du paysage littéraire français. Pour l'histoire, si vous ne la connaissez pas, si vous n'avez pas encore entendu parler de ce livre, ça se passe à New York en 1940, où un écrivain débutant, qui n'a pas écrit encore son chef-d'œuvre, son unique chef-d'œuvre, donc Jerry Salinger, qui écrira plus tard L'Attrape-Cœur, rencontre Una O'Neill, donc une jeune socialite, une jolie fille qui traîne dans les bars le soir avec Truman Capote et des gens très, très branchés de l'époque. Donc il y a 15 ans à l'époque, et donc commence une idylle entre ces 2 personnages, Jerry Salinger et Una O'Neill, sauf que cette idylle est rompue par le départ à la guerre de Salinger, qui a 23 ans et qui part en 42 se battre sur le front européen, et Una en profite pour partir à Hollywood et mener une carrière d'actrice. C'est là qu'elle rencontre Charlie Chaplin et se marie avec Charlie Chaplin. Donc c'est une histoire de cœur brisé, mais c'est ce qui a inspiré finalement L'Attrape-Cœur, parce que dans cette belle ville de Paris, Salinger a rencontré Ernest Hemingway, et ça lui a donné envie d'écrire son chef-d'œuvre. Donc finalement, c'est une belle histoire d'amour entre un roman et une personne. Voilà, donc en ce temps de Saint-Valentin, offrez ce bouquin à qui vous aimez. On a décidé de vous parler beaucoup d'amour aujourd'hui. Alors du coup, ça se passe à Paris ou aux États-Unis ? Alors c'est l'intérêt de ce livre. C'est le livre, je pense, le plus recherché, le plus long à écrire de Beigbeder, qui écrit souvent très vite ces livres. Là, il a mis 4 ans à l'écrire. Il y a beaucoup de recherches, de documentation et tout. Et donc il y a toute une partie qui se passe donc à New York, puis à Hollywood après, et l'autre partie qui se passe à Paris. Alors comment relier les deux ? Et c'est là le moment magique du livre, c'est qu'il y a toute une partie de correspondance. On suit l'histoire grâce à une correspondance entre Salinger et Una. Donc ça se passe des 2 côtés. Et donc c'est une histoire vraie ou c'est juste romancé ? Encore une fois, c'est une particularité de Beigbeder, qui écrit toujours beaucoup sur lui. On lui reproche souvent. Là, il commence son livre en expliquant ce que c'est que la faction. La faction, c'est un mélange entre la fiction et ce qui s'est vraiment passé. Donc, il part d'une vraie histoire, cette romance entre Salinger et Una, qui donc, a bien eu lieu. Il s'est documenté beaucoup. Il a essayé d'avoir accès aux échanges de lettres qu'il y a eu entre eux. Il n'a pas eu le droit, donc il a tout inventé. Il a la trame de l'histoire qui s'est vraiment passée, puis après il y a son imagination, il y a une part d'intime qui entre dans la rédaction. Et donc c'est ça qui devient beau avec ce livre. Donc, bonjour à tous encore une fois. Moi j'ai choisi de vous présenter La Dose de Melvin Burgess. Donc Melvin Burgess, c'est un auteur anglais qui a maintenant 60 ans, et donc c'est son tout dernier livre qui est sorti en 2014. Et c'est quand même impressionnant la manière dont il arrive à écrire des romans qui sont autant d'actualité. Donc La Dose se déroule, elle n'est pas datée, l'histoire n'est pas datée, mais c'est dans une société qui ressemble étrangement à la nôtre. Ça se passe dans une Angleterre, donc on sait, il est anglais, donc ça se passe dans une Angleterre qui est paralysée par le chômage, où la lutte des classes est encore active, où on voit que les jeunes ne croient plus en l'avenir, où les personnes
riches ont forcément l'avantage. Toujours effectivement ce problème de lutte des classes. Et donc on voit évoluer Adam et Lizzie, 2 adolescents de 17 ans. Donc Lizzie fait partie de la sphère sociale qui est plutôt haute, contrairement à Adam. Et dans ce monde totalement chamboulé et où plus personne ne croit à un possible avenir, et il y a l'apparition d'une nouvelle drogue qui s'appelle le RAID, qui dure pendant une semaine. Donc celui qui la prend va être au top de sa forme pendant une semaine, va voir le monde plus beau, va pouvoir faire vraiment... Oui, dit comme ça paraît être mais en fait, ça finit inexorablement par la mort. Donc, grosse descente. Voilà, c'est ça. Il y a mieux comme descente, mais bon, voilà. Et donc, celui qui va la prendre, une semaine plus tard, limite à la seconde près, va mourir. Et donc, généralement, cette drogue, elle est très très controversée, comme toutes les drogues, mais comme elle provoque une espèce de sensation d'euphorie permanente, les gens qui savent qu'ils vont mourir commencent à faire n'importe quoi, comme on pourrait s'y attendre. Donc, ça provoque des vagues de meurtres, des choses comme ça. Et le livre commence par le concert de Jimmy Earl, qui est une rockstar dans le livre, et qui, lui, apparemment, aurait pris le RAID, donc une semaine, et c'est son dernier concert, donc il devrait mourir sur scène. Et justement, devrait, c'est du conditionnel, parce que les gens sont pas sûrs, c'est une rumeur, il aurait fait une liste de choses à faire pendant une semaine, qui comprend que des trucs cool, comme aller escalader l'Everest, je crois qu'il y a même couché avec plus de 100 femmes dans la semaine, oui, il y a plein de choses, franchement. Et donc, effectivement, ce chanteur meurt sur scène, et bizarrement, ça déclenche une vague de colère, les gens descendent dans la rue, et on fait à ce moment-là la rencontre d'une association mi-écologiste, mi-terroriste, qui là se met à distribuer du RAID dans la rue à tout le monde. Donc des milliers de personnes ce soir-là ont pris du RAID, ce qui provoque un chaos sans précédent dans les rues de Manchester et qui sont vite rejoints par toutes les autres grosses villes, dont Londres d'Angleterre. Et au fur et à mesure de la semaine, on suit Adam qui lui a décidé de prendre du RAID parce que pour lui sa vie est finie. Il apprend que son frère, qui était le seul à travailler, le seul à porter les espoirs de sa famille, faisait partie des zélotes et qu'il est mort. Son père est au chômage, sa mère bosse 22 heures par jour, presque. Et pour lui, sa vie est finie, donc il décide d'en prendre et on voit que, parce qu'il croit qu'il n'y a plus rien à perdre, mais finalement il a bien plus à perdre que ce qu'il ne croit. Donc voilà. C'est vraiment un livre qui m'a touchée parce que c'est poignant. Et on se rend compte à quel point un homme de 60 ans est capable encore d'écrire des choses qui touchent à la jeune génération, entre guillemets. Pour rajouter quelque chose, le thème de l'anticipation dans les romans, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup à Chouette en ce moment. Je ramène un peu la couverture vers nous. C'est parce que là, ce mois-ci, le thème du mois, c'est le lendemain, donc demain, l'anticipation. Qu'est-ce qu'il y a demain ? C'est une source d'espoir, en même temps de peur inouïe. Voilà. Par exemple, Becbété écrit lui dans son livre un passage sur la guerre, parce qu'il dit il arrive un moment dans certains pays, à certaines époques, où les hommes semblent attendre un événement important et tragique qui permettrait de résoudre tous les problèmes. Ces périodes sont généralement nommées avant-guerre. Et il dit très cyniquement et très pessimistement, si ça existe, le monde est prêt pour la prochaine. Et il explique comme ça un peu tous les mouvements terroristes qu'il y a aujourd'hui, cette quête de l'héroïsme qui lui fait très peur. Donc c'est une manière d'avoir peur du lendemain. Et je pense que tous les livres dont on a parlé aujourd'hui sont assez terrifiants par rapport à ça. Merci de nous avoir écoutés et revenez vite